Edonia Radio, reportage. Et sur Edonia Radio, on va s'intéresser aux droits audiovisuels. Comment adapter un livre, une BD, à un documentaire ou à un film? C'est ce qu'on va voir avec Kim Bessy, directrice adjointe de Mediatoon, et Lisa Revet, chargée des droits audio et audiovisuels, toujours chez Mediatoon. Alors d'abord, dites-nous, Kim, un Mediatoon, ça fait quoi? Alors, Mediatoon, dans le langage du groupe Média Participation, veut dire agence. Donc Mediatoon Droits Audiovisuels est l'agence en charge de la gestion des droits audiovisuels de tous les éditeurs du groupe. Et quelques-uns extérieurs qui nous cèdent leurs droits lorsqu'ils ne viennent pas concurrencer nos catalogues internes. Alors, Média Participation, c'était surtout des catalogues de bande dessinée, c'est ça? D'où le Toon? Alors oui, d'où le Toon. Historiquement, nous sommes un groupe d'éditeurs de bande dessinée franco-belge, mais avec le temps, on s'est rapproché d'autres éditeurs, et notamment du groupe de La Martinière, avec des éditeurs comme Le Seuil, Point, L'Olivier, les éditions de La Martinière, qui nous ont apporté des très riches catalogues de sciences humaines, de romans, de non-fiction. Qui sont venus enrichir le catalogue que vous aviez. Pour donner des exemples aux gens, Gaston Lagaffe, toutes les adaptations qu'on a pu voir du Cobu, ce sont des droits qui vous appartiennent. Tout à fait, du Cobu, Gaston Lagaffe, Lucky Luke, Le Marsupilami récemment, mais aussi d'Argent et de sang, de Giannoli. Allah n'est pas obligé, une animation sortie cette année qui est un très bel ouvrage du Seuil. Et Valérian, Luc Besson, enfin, voilà, vous en faites combien par an? On a 3-4 sorties cinéma et télévision par an, un petit peu plus en documentaire, mais bon, ce n'est pas régulier, comme vous savez, l'audiovisuel est... Alors du coup, il y a le catalogue de fonds que vous avez. Et est-ce que vous allez acheter, vous parliez d'autres éditeurs, des droits en amont avant d'avoir une demande d'un réalisateur ou d'un producteur, en anticipant, ou c'est un producteur qui dit je veux adapter tel truc et vous allez acquérir les droits derrière? Alors non, parce que donc nous sommes assez proactifs, donc nous travaillons nos catalogues en amont, nous allons chercher des producteurs qui eux vont chercher des réalisateurs, et donc nous avons besoin d'avoir les droits très en amont. Ce qui se passe, c'est que certains éditeurs n'ont pas la chance d'avoir une équipe dédiée en interne, donc ils viennent nous chercher un peu comme des agents pour représenter l'ensemble de leur catalogue. Et donc à ce moment-là, on commence à les travailler, et donc c'est là que les rencontres se font avec les producteurs. Et donc qu'est-ce que vous recherchez, vous, dans un livre, une BD ou une histoire? Qu'est-ce qui vous fait dire que ça va être une bonne histoire, que vous allez pouvoir la vendre pour l'adapter après en fiction, en podcast, en documentaire pour certains? Qu'est-ce que, quand vous lisez quelque chose, vous dites bah, tiens, ça c'est bon, on peut y aller ou pas? Alors, je vais parler pour la fiction, je vais laisser Lisa parler de l'audio et du documentaire, mais en fiction, c'est assez variable, les goûts changent, les demandes des chaînes et des diffuseurs aussi, donc nous sommes en contact avec les producteurs qui nous transmettent leurs besoins, et donc nous adaptons nos propositions à ces besoins-là, donc on va chercher dans le fond, et aussi les nouveautés, mais il faut toujours une histoire claire, une histoire qui puisse s'exporter, qui soit universelle, avec un postulat pitchable en quelques lignes, et puis bien sûr une narration avec une vraie fin, voilà, c'est comme ça qu'on imagine un titre qui peut s'adapter. Mais toutes les histoires sont évidemment adaptables. Lisa? Pour l'audio, ça dépend des formats. Pour le livre audio, par exemple, il y a des genres de prédilection que les audiolecteurs vont préférer entendre via l'audio. Il y a des genres qui plaisent davantage, comme la new romance, toute la littérature de genre, le thriller, par exemple, ou des grands titres, des grands auteurs, des best-sellers qu'on va aimer avoir dans le casque, dans les oreillettes. C'est une autre manière de faire vivre l'histoire qui est contenue dans un livre. Pour les adaptations sonores, c'est la force de l'histoire, c'est la force des personnages, c'est son originalité, et c'est beau de voir à quel point le format de l'audio va donner une autre dimension à l'histoire, va donner une force et va captiver les audiolecteurs d'une manière complémentaire du papier. Pour le documentaire, c'est évidemment la force de l'histoire qui est racontée, la force des personnages, et le fait qu'il faut absolument donner à voir cette histoire initialement écrite dans un livre, c'est-à-dire via le format de l'audiovisuel, faire en sorte que cette histoire rayonne peut-être plus largement et touche un public qui n'avait pas connu cette histoire via le papier.
Pour le documentaire, je rajouterais aussi l'expertise de l'auteur, en fait, et une réflexion qui soit assez unique et singulière qu'on n'ait jamais vue avant sur un sujet scientifique ou historique, quoi. Et souvent incarné si possible. Sur les documentaires, vous avez parmi les livres que vous mettiez en avant le livre de Daniel Zachary sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, qui là on est parfaitement dans le point de vue, c'est un psychiatre qui va rentrer dans la tête du tueur, on va dire, parce que c'est l'angle qui va être important, parce que cette histoire fait divers, tout le monde peut en faire un documentaire, elle appartient pas à quelqu'un. Pourquoi on achèterait le droit d'un livre en particulier? Pour le nouveau regard qui est offert sur cette histoire dont on a tous entendu parler évidemment, où il y a déjà eu beaucoup de choses qui ont été faites dessus. La force de cet ouvrage, c'est vraiment l'angle, c'est l'expertise, encore une fois, de son auteur, Zachary, qui est vraiment le psychiatre des criminels. Et donc, on va rentrer dans la tête d'un serial killer et on va comprendre, en fait, comment on peut abaisser les barrières psychiques pour passer à l'acte et passer de Monsieur Tout le Monde à Monsieur Tout le Monstre. Vous vous occupez du coup des livres audio et des podcasts. Oui. C'est une nouvelle branche, c'est nouveau, non, ça? C'est quelques années, ça a explosé depuis quelques années. Le format numérique, en tout cas du livre audio, a vraiment explosé depuis quelques années avec l'apparition de plateformes différentes. Par exemple, il y a un peu plus d'un an, Spotify propose maintenant des livres audio et on est avec de très bons retours dessus, puisqu'en fait on peut toucher un public plus jeune et encore plus large parfois que sur des plateformes traditionnelles. Mais l'histoire du livre audio est quand même assez vieille. Et avant d'être un livre audio numérique, il y avait quand même les livres CD qui ont une histoire longue et très intéressante. Ça a commencé pour les non-voyants déjà aussi, avec des associations de non-voyants pour des non-voyants qui lisaient des livres eux-mêmes, c'était moins professionnel, avec un mauvais son et magnétophone. On enregistrait tout ça, effectivement. Comment on finance les podcasts? Il y a quand même moins d'argent qu'un film qui va sortir au cinéma ou même en télévision. Il y a un petit pré-roll, une petite publicité avant. Est-ce que c'est rentable? Parce qu'il y a des adaptations sonores rentables. Les livres audio, ils sont vendus, eux. Les podcasts, ils sont souvent gratuits ou sur abonnement. Mais on se demande le marché du podcast, si vraiment ça fonctionne. Tant que ça, parce que des podcasts, on en voit plein. Des podcasts bien produits, bien réalisés, il y en a déjà moins. Et des podcasts rentables, est-ce qu'il y en a? Je ne sais pas s'il existe des podcasts rentables. Il existe des podcasts en tout cas plus connus, plus célèbres que d'autres qui sont plus rémunérateurs. La partie rémunération de la production n'est pas notre partie puisque nous ne sommes pas les producteurs audio. En revanche, dans le groupe Média Participation, nous avons une maison d'édition audio qui, elle, produit les ouvrages du groupe et des ouvrages extérieurs au groupe à l'audio. Et puis sur la rémunération de l'audio, par exemple pour le livre audio, il s'agit essentiellement d'abonnements et donc on va toucher un pourcentage sur les abonnements ou sur le prix de vente à l'acte, par exemple. Comment vous calculez les droits d'acquisition d'un livre? C'est en fonction du nombre de ventes qu'il y a eu Comment vous allez gérer ça pour l'audiovisuel? À l'audiovisuel, ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va évidemment dépendre du nombre de ventes, s'il a gagné un prix ou pas, mais nous estimons qu'un livre qui ne s'est pas beaucoup vendu pourrait faire un merveilleux film. Donc ce n'est pas forcément un argument pour nous. En gros, nous, ce qu'on imagine, c'est toujours une proportionnalité avec le budget du film qui va être fait ou l'œuvre audiovisuelle. On colle à la réalité financière du projet qui va être envisagé pour un livre déterminé. Donc c'est un pourcentage en fait du budget définitif ou des financements externes pour la télévision, avec pour l'option souvent historiquement on se dit que ça représente 10% du prix global de l'IP en gros. Mais bon, ça a tout changé, tout se négocie. Donc okay. Voilà. Justement, vous êtes entre le producteur et l'auteur, mais vous allez défendre qui? Parce que dans le sens où si un réalisateur veut faire une adaptation d'un livre, mais pas dans le sens de l'auteur. Je sais pas, moi je pense à OSS 117, j'avais pas, quand je l'ai lu il y a 30 ans, enfin, peut-être que je le relise, j'avais pas vu que c'était une comédie, je l'avais pas compris comme ça. Donc si l'auteur a vendu ses droits, mais tout compte fait, on en fait quelque chose qu'il voulait pas, vous allez dire au réalisateur, bah non, mais c'est pas comme ça, ou à l'auteur, bah laisse faire, comme ça. Alors,
c'est une bonne question. Donc, notre travail est quand même de nous assurer qu'avant la signature du contrat, il y a quand même un match entre les intentions du producteur, qui vont être finalement celles aussi du réalisateur qui va aller chercher, et ce que notre auteur attend d'une éventuelle adaptation. Si dès le début, il n'est pas convaincu, on préfère tout arrêter, puisque nous partons sur 5 ans de mariage malheureux après. Donc voilà, ça c'est notre premier souci. Ensuite, lorsque les contrats sont signés, on imagine que le producteur et le réalisateur vont respecter à minima les droits moraux de l'auteur, qui sont quand même inaliénables. Si ce n'est pas fait, on a toujours la possibilité de décorréler l'œuvre audiovisuelle de l'œuvre littéraire en enlevant le titre, le nombre de l'auteur, la référence à l'éditeur. Voilà, mais bon, ça c'est dans le pire des cas, ça n'arrive pas souvent. Est-ce que vous pouvez nous parler de livres qui sont en développement, qui sont en adaptation actuellement ? Alors, c'est toujours très confidentiel, donc les projets qui sont en cours. Alors, pour vous dire, nous avons à peu près 150 options en cours, en cinéma, en télévision, en documentaire. Donc, parmi ces 150, il y a de tout. Il y a de l'animation, il y a des grosses IP, il y a des petits ouvrages, tout format confondu. Voilà, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais c'est un petit peu confidentiel, donc sur le micro. Eh bien, écoutez, Merci. Kim Bessy, directrice adjointe des arrivées en charge des droits audiovisuels, je vous remercie pour cet éclairage sur ce métier un peu méconnu de gestion des droits audiovisuels. Merci. Edonia Radio.